Alors bonjour à tous. Je m'appelle Éric Darouzé, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Tours et je travaille en effet sur le frelon asiatique depuis déjà pas mal d'années, un peu comme Quentin. Dans mon labo, on travaille sur des aspects qui touchent à la biologie et l'écologie du frelon, donc l'idée étant d'acquérir de nouvelles connaissances. Et un deuxième aspect qui est la lutte contre le frelon asiatique, de trouver des systèmes de protection. J'ai coupé peut-être ma caméra pour avoir plus de signal. Oui, et puis Voilà. juste, vous mettre en plein écran si vous pouvez. Attendez. Voilà, désolé, j'avais oublié de le mettre. Super. Donc voilà, et le deuxième aspect, comme je vous disais, c'est de mettre au point des outils de lutte qui soient efficaces et sélectifs contre cette espèce de frelon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de vous faire un petit panel sur les différents moyens de lutte qui existent, en vous donnant quelques informations. Alors je vais parler de 5 aspects. Tout d'abord, la destruction des nids, ensuite on parlera du piégeage, et après je vous parlerai de 3 autres techniques, cheval de Troie, des systèmes de protection passive et de la lutte biologique. Il y a déjà des choses qui ont été envisagées. Alors, premier aspect qui est la destruction des nids dont on a discuté tout à l'heure, qui est quand même le système de lutte le plus efficace, étant ça consiste à éliminer la colonie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'heure actuelle retrouver les colonies de manière efficace et active. On est toujours on tombe dessus un peu par hasard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des techniques qui sont en cours d'étude au niveau scientifique. Alors, j'en ai listé 3 qui sont les plus classiques. La première, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, c'est le système d'imagerie thermique. L'idée avec une caméra thermique étant de repérer un nid dans son environnement. Donc sur la photo, vous voyez que ça marche plutôt bien, mais dans la réalité, ça ne marche pas aussi bien. C'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment avoir un fond thermique uniforme pour repérer un peu le spot que représente la colonie. Et il ne faut pas qu'il y ait aussi entre le nid et la caméra je dirais, d'objets divers qui pourraient cacher le nid. C'est comme pour une imagerie normale. Donc, pour l'instant, il y a pas mal de choses qui sont testées, mais ça n'a pas l'air d'être très, très efficace. Le deuxième aspect, c'est une équipe italienne qui travaille dessus, c'est un radar harmonique. Donc, ça consiste à capturer un frelon, de lui fixer on va dire un petit objet sur le dos, un peu métallique, de le relâcher et de le suivre avec un radar. Ça marche pas mal. Pour l'instant, ils arrivent à suivre les frelons sur à peu près 400-500 mètres. Le souci, c'est qu'il ne faut pas que le frelon passe derrière une barre d'immeuble ou derrière des arbres, sinon le signal est perdu. Donc déjà, ça limite un peu le champ d'action. Et le radar en lui-même vaut plus de 70 000 euros. Euh, donc c'est pas très, comment dirais-je, facile à mettre en œuvre sur le terrain par des entreprises à l'heure actuelle. Troisième technique qu'a testé un collègue anglais, c'est le radio tracking. Donc ça consiste à fixer sur la partie dorsale du thorax de l'animal un petit radioémetteur. Vous avez l'antenne ici qui est derrière l'animal. Et il suffit de le suivre par gonio. Donc ça marche pas mal. Par contre, c'est toujours du capture, marquage et on libère l'insecte. Parce que vous suivez l'insecte sur quelques centaines de mètres et vous le perdez. Donc là, vous avez perdu l'insecte, ben, vous en relâchez un autre qui est marqué et vous fonctionnez comme ça par saut de puce jusqu'à repérer le nid. Donc ça marche, mais ça nécessite quand même plusieurs heures d'activité pour repérer le nid définitivement. Donc c'est un peu difficile aussi sur le terrain à l'heure actuelle pour des entreprises, vu le temps qui est nécessaire pour repérer un nid. Ceci dit, une fois qu'un nid est repéré, soit par les lois du hasard, on tombe dessus, ou par une technique autre, ben, il faut l'éliminer. Donc à l'heure actuelle, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, les techniques les plus classiques consistent à injecter une molécule à action pesticide, biocide, dans le nid. Donc soit l'opérateur est formé à l'élagage, mais ça on ne le voit plus beaucoup, hein, ça a existé à un moment donné, mais il y en a de moins en moins. La personne monte dans l'arbre et à proximité du nid va injecter sa molécule. Ou alors également, l'entreprise peut louer une nacelle ou dispose d'une nacelle pour se rapprocher du nid et injecter le pesticide. Donc ça, par contre, ça augmente sérieusement le prix de l'intervention, malheureusement. Et la troisième technique, qui est la plus répandue et la plus intéressante, c'est de disposer d'un système de perche, avec des perches qui peuvent monter à plus de 30 mètres de hauteur à l'heure actuelle.
Et il suffit en guillemets, parce que la technique n'est pas forcément très simple, hein, il y a quand même un certain doigté à avoir. Il suffit ensuite de percer le nid et d'injecter, avec un petit compresseur, d'injecter le composé dans le nid pour éliminer les insectes. Donc ça, ce sont les techniques couramment utilisées, surtout celles avec la perche. Le problème, c'est l'utilisation d'un produit chimique à action biocide. C'est que si c'est mal maîtrisé, on a un risque environnemental. Par exemple, ici, vous avez un nid dans un arbre, et le professionnel a percé l'enveloppe, a traversé le nid, et en fait, il était en train d'injecter son pesticide en dehors du nid, donc avec des actions potentielles sur le reste de l'entomofaune, voire même sur des petits mammifères ou des oiseaux. Et le deuxième aspect ici, d'après la réglementation, on est censé, après le traitement d'un nid, de retirer le nid au bout de 48 heures pour éviter de conserver un peu cette bombe environnementale sur le terrain. Par contre, comment retirer le nid? Et là, effectivement, le professionnel, il a explosé le nid, tout est tombé au pied de l'arbre, et on a le pesticide qui s'est répandu un peu partout, avec des conséquences potentielles, comme je les ai citées. Donc, face à ce constat, il faut des techniques alternatives. Alors, il y a d'autres techniques. Vous avez, comme M. Philippard vous l'avez cité à un moment donné, c'était le drone. Donc, il y a deux types de drones, des drones équipés d'une perche. Donc, l'idée, c'est que le drone se rapproche du nid qui est en hauteur. Donc, c'est des perches qui font à peu près 2 mètres, 3 mètres de longueur. Il perce l'enveloppe et injecte le pesticide dans le nid, donc un peu comme l'opérateur humain avec une perche. Ou d'un autre type de drone aussi qui est complètement stupide, je dirais. C'est des drones équipés d'une petite bombe avec un pesticide qui vaporise la molécule sur le nid. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. Ça n'a pas d'effet, sachant que la structure du nid protège les adultes et le couvain qui sont à l'intérieur du nid. Donc ça consiste à peu près aux mêmes idées que l'opérateur avec une perche. Le problème, comme on le citait, c'est les nids qui ont été traités, qu'est-ce qu'on en fait? Sachant que les molécules ont une durée de vie, si je prends la permétrine, elle a une demi-vie d'à peu près 1 mois, tout dépend des conditions environnementales. Dans le nid, on multiplie par beaucoup plus la durée de la molécule, sachant qu'elle est protégée de l'environnement par l'enveloppe du nid. Donc il faudrait retirer le nid, sachant que c'est quand même un danger pour l'environnement. Alors, face à cet aspect, dans mon équipe, on a développé un autre aspect, une technique potentiellement qui pourrait remplacer l'utilisation d'un pesticide, en s'inspirant, comme l'a indiqué Quentin tout à l'heure, de la technique de Picerana, qui est la hitball, c'est-à-dire le fait que les insectes se mettent autour, enfin les abeilles se mettent autour d'un frelon pour le tuer par hyperthermie. Donc en 2019, on avait testé cette idée sur Vespa vitina. On avait testé différentes températures, on avait testé le monter en température, est-ce qu'il fallait un effet flash ou une montée graduelle de température, ou également on a testé la chaleur sèche et la chaleur humide. Et en fait, on a testé ça sur les adultes, les ouvrières, les mâles, les reproductrices, sur le couvain, et on s'est rendu compte que la vapeur semblait être le plus intéressant. Là, vous avez un exemple en termes de résultats ici, entre les reproductrices, les mâles et les ouvrières, le temps de survie suite à une injection de vapeur, et on voyait qu'à peu près en moyenne à 10 secondes de traitement, on tuait les insectes. Donc ça pouvait être intéressant. Et l'idée était de remplacer l'utilisation du pesticide, comme indiqué sur le schéma ici. On perce le nid et au lieu d'injecter la molécule, on injecte de la vapeur, et c'est ce qui pourrait nous permettre de tuer les insectes. Donc on a eu un projet qui s'est terminé en décembre dernier. On est allé au-delà. On a testé avec un partenariat industriel un dispositif thermique de destruction des nids. Donc, on a validé le protocole, l'idée et le dispositif, et celui-ci, il est en phase terminale mise au point par les entreprises partenaires. Et l'idée, c'est qu'il soit potentiellement mis sur le marché, j'espère, en 2024, pour les professionnels de désinsectisation. Donc ça pourrait être une technique qui remplace avantageusement l'utilisation de molécules à action biocide. Alors, il y a d'autres techniques aussi fort intéressantes, on va dire. Il y a le tir au fusil par nos amis les chasseurs. Donc, j'ai mis, je reste politiquement correct, efficacité à démontrer. Bon, ça n'a jamais démontré son efficacité. Moi, je vois beaucoup de dangers par cette technique-là. Donc, on ne peut pas la conseiller. Je vais parler également de la technique du fusil paintball qui tire des billes de pesticides. Donc, idée à la base très intéressante, facile d'utilisation, mais à déconseiller également,
sachant que souvent on s'est rendu compte que l'utilisation de cette technique entraînait la diffusion dans l'environnement de plein de billes de pesticides, avec des conséquences sur la santé des humains à proximité et sur l'entomofaune et la biodiversité locale. Donc ça, c'est à mon goût à prescrire. Donc voilà ce qu'il en est pour cette première technique. Deuxième technique, où on ne va pas retrouver un nid pour le détruire et éliminer la colonie, une technique qui va être de protéger un site. Alors par exemple, le cas le plus courant, c'est un rucher, avec des dispositifs de piégeage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les dispositifs de piégeage, faut faire attention dans leur utilisation, dans le sens, c'est que l'utilisation d'un piège non sélectif a un impact environnemental conséquent. Donc là, un exemple, vous aviez ici une photo de Quentin, d'ailleurs, dans un piégeage d'une semaine à peu près, 3 frelons et pas loin de 1000 à 2000 autres insectes non ciblés. Donc en fait, le piégeage non maîtrisé a un impact sur la biodiversité au même titre qu'une colonie de frelons. Donc le remède est peut-être même pire que le mal qu'on voulait traiter en fait. Donc face à ce constat, il faut travailler sur 2 aspects. Tout d'abord, le design du piège. Donc maintenant, il existe sur le marché, vous avez même sur Internet des plans de pièges qui sont sélectifs. Donc il faut abandonner les pièges type bouteille ou n'importe quoi de cet acabit-là, pour remplacer par des pièges avec des grilles, des entonnoirs, enfin, il y a plein de choses qui existent. Mais le problème, c'est que tous ces pièges-là, maintenant, sont sélectifs. C'est génial, ça répond quand même à une partie du problème. Par contre, tous ces pièges ne sont pas efficaces. Tous ces pièges utilisent des appâts alimentaires à base de sucre ou de protéines pour attirer le frelon afin de le capturer, mais ça ne marche pas. On en capture quelques-uns, mais ça ne solutionne jamais la problématique. Il y a toujours attaque de frelons sur les ruchers malgré la présence de pièges. Donc il faut travailler sur l'appât, donc remplacer l'appât alimentaire qui ne peut pas être efficace et sélectif par un appât phéromonal. Donc nous avons travaillé depuis quelques années sur sur ce scénario-là, et on continue à travailler, vous allez voir. Alors on a travaillé sur plusieurs phéromones. Alors là, je vous montre un exemple sur la phéromone d'alarme. On a fait des pré-tests où on a montré que le mélange phéromonal qu'on a sélectionné pour l'instant, qui sont issus de l'identification de la phéromone d'alarme, montrait un intérêt en termes de piégeage, sachant qu'il est plus de 3 fois, entre 3 et 4 fois supérieur à un simple appât alimentaire. Donc ça semble intéressant, mais on continue à travailler sur le développement de cet appât phéromonal. On a travaillé également sur la phéromone sexuelle. Alors, ce que j'ai oublié de dire, l'appât phéromonal avec la phéromone d'alarme, l'idée, c'était un piégeage de protection de site pour capturer les ouvrières, à savoir protéger un rucher notamment, hein, ou une place de marché, ou une cour d'école, tout ce que vous voulez. Mais là, l'idée étant de détourner l'ouvrière de son but, qui peut être de chasser des abeilles, par exemple, et de l'envoyer dans le piège afin de capturer ces femelles. On a également travaillé sur un deuxième type de piège avec un autre type d'appât, qui est la phéromone sexuelle. Donc là, on a identifié l'année dernière la composition de celle-ci. On l'a testée en Chine, on l'a testée en France, et on a montré que cette phéromone sexuelle, qui est naturellement produite par les reproductrices lors de la phase de reproduction, attirait les mâles, que ce soit en Chine ou en France, population invasive et population native. Et l'idée est maintenant, on va travailler là-dessus cette année, c'est de développer un appât formulé pour finaliser ce type de piégeage. Et ce type de piégeage ne servira pas à protéger un site, c'est plutôt un piège qui va servir à lutter contre la population afin d'essayer de diminuer la reproduction efficace de la population invasive et de fait de diminuer celle-ci au cours du temps. Donc à l'heure actuelle, cette année, j'ai un nouveau projet qui commence sur ces 2 questions-là, avec une bourse FIFRE et un partenariat industriel. Donc là, on est en train, avec le partenaire industriel, de développer les formules pour diffuser les 2 phéromones, pour qu'à terme, l'entreprise puisse commercialiser ces appâts phéromonaux pour pouvoir les utiliser sur le terrain dans les 2 types et les 2 philosophies de piégeage que je vous ai indiquées. Donc ça, c'est... Alors moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dedans, hein, dans le sens c'est que on devrait, d'ici 2 ans, avoir sur le marché ce type de piège, enfin, ce type d'appât, qui pourrait être positionné dans n'importe quel type de piège. Mais au moins, l'avantage, ce sera super sélectif, parce que ce sont les phéromones du frelon asiatique, et efficace, normalement, beaucoup plus efficace qu'un appât alimentaire simple. Bon, ceci dit, il y a d'autres techniques qui existent.
Alors, vous avez un troisième exemple que j'appelle la technique du cheval de Troie. Alors, dans cette technique-là, vous avez deux facettes, et deux façons de faire. La première, ici sur la gauche, sur un rucher par exemple, on va mettre un appât empoisonné. Alors, il faut savoir une chose, cette technique-là est absolument interdite, hein, elle n'est pas autorisée parce qu'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché de ces molécules dans ce genre de lutte. Donc ça, c'est au risque au péril des personnes qui l'utilisent. Donc la première technique, on fait un appât empoisonné avec du fipronil en général, ou quelque chose comme ça. Et le frelon qui a récupéré une petite boulette de cet appât empoisonné va rentrer à sa colonie pour nourrir les larves. Et l'idée, c'est que l'appât empoisonné va tuer les larves en développement, ce qui devrait entraîner la disparition de la colonie à terme. La deuxième technique, on capture un frelon, on lui dépose sur le thorax une gouttelette du pesticide avec une substance un peu huileuse qui colle au corps de l'animal. Certains préconisent de couper une patte à l'animal pour le motiver à ce qu'il rentre au nid. Donc, il devrait rentrer au nid, se faire prendre en charge par ses congénères parce qu'il est en souffrance, et ses congénères devraient le nettoyer et s'empoisonner avec la molécule, ce qui pourrait entraîner également la disparition de la colonie. Bon, certaines personnes dans le sud de la France, notamment le sud de l'Europe, utilisent cette technique, sauf que cette technique n'a, à ma connaissance, jamais démontré son efficacité. Par contre, elle pose pas mal de questions, savoir est-ce que le frelon qui porte l'appât empoisonné ou le poison sur le dos, est-ce qu'il ne va pas aller visiter une autre ruche, par exemple, ou se faire capturer par un prédateur? La question, c'est que devient la molécule pesticide dans l'environnement. Donc là, on diffuse encore un pesticide dans l'environnement sans contrôle, donc ce n'est pas une technique à conseiller, loin de là, d'autant plus qu'elle n'est pas autorisée. Enfin, quatrième type de lutte, vous avez ce que j'appelle les protections passives. Alors les protections passives, vous avez le premier système, c'est le système de muselière, quel que soit le modèle. Alors j'ai mis une photo d'un modèle parce que j'avais cette photo-là, mais bon, il y a différents modèles qui sont sur le marché à l'heure actuelle. Il y a une étude auquel a participé Quentin qui a montré que cette technique pouvait présenter un intérêt en termes de protection de la ruche, à savoir de diminuer je dirais, la diminution d'activité des ouvrières, des fourrageuses en présence d'une prédation frelon, c'est-à-dire que ces ouvrières vont rester à l'entrée de la ruche en défense, ce qu'on appelle le foraging paralysis. Le fait de mettre cette muselière, l'idée c'est de repousser un peu le frelon, donc de soulager un peu la colonie d'abeilles, de lever un peu ce phénomène de stress qui est redoutable au sein des colonies, et du coup protéger la colonie et entraîner encore de l'activité de celle-ci. Et dans l'étude, on avait à peu près un effet de 50% en termes d'efficacité, donc de protection. Donc il y a quand même un petit effet de protection, même s'il n'est pas total, mais il participe quand même à la protection de la colonie. On a un autre système qui est une protection plus large de la colonie, voire des colonies au niveau d'un rucher. Alors, il y a différents modèles. Ce sont des filets qui sont positionnés sur une ruche ou sur plusieurs ruches. Donc c'est toujours la même idée, c'est de lever le stress. Donc il n'y a pas d'effet d'attaque vis-à-vis du frelon, hein, à la différence d'un piégeage. Là, c'est d'empêcher les frelons d'accéder à la ruche, ou aux ruches au pluriel. Ce qui fait que les ouvrières ne sont pas stressées, enfin la colonie n'est pas stressée, et les ouvrières continuent leur activité de fourragement et vont continuer à récupérer la nourriture, la reine continue à pondre. Donc en fait, l'idée c'est d'enlever le stress. Qu'il y ait prédation à distance, c'est pas très grave, sachant qu'on a quand même des populations dans les colonies qui sont suffisantes sur l'année pour, en tout cas en termes de renouvellement, pour continuer à fourrager. Par contre, là, il n'y a pas d'études qui montrent l'efficacité de la technique. Il y a plusieurs types de filets qui ont été testés en passé, qui sont testés encore à l'heure actuelle, mais je ne connais pas d'études scientifiques qui démontrent l'efficacité de la chose, donc ça reste à démontrer en termes d'efficacité. Ensuite, deux autres techniques qui font appel à l'électricité. Alors à gauche, vous avez le système de harpe électrique. Donc ça consiste à positionner ce type de système. Alors, on ne voit pas très bien sur la photo, vous avez des fils métalliques verticaux, hein, dans le cadre ici. Donc on positionne des harpes électriques sur les côtés des ruches. Alors là, ça s'est inspiré un peu du comportement d'un certain nombre de frelons, pas tous, mais en tout cas un certain nombre. Quand un frelon arrive sur la colonie d'abeilles, il va avoir tendance à voler, à explorer autour.
Donc l'idée, c'est que quand il va adopter ce comportement, le frelon va passer à travers le cadre et se prendre une châtaigne sur les fils, en fait, donc un choc électrique, et l'animal va tomber dans un bac qui est en dessous, qui contient de l'eau savonneuse ou de l'eau huileuse, et il va mourir noyé dans le bac. Donc là, il y a 2 études de mémoire qui sont sorties, qui ont montré que ça pouvait avoir un intérêt. Par contre, bon, il faut des études complémentaires, parce que sur certains sites, ça a un effet positif, ça semble être sélectif, alors que sur d'autres sites, ce n'est pas le cas. Mais ça a l'air d'être quand même un dispositif intéressant, qui est un peu onéreux encore à l'heure actuelle, mais qui pourrait se développer, sachant qu'il pourrait être complémentaire d'autres dispositifs de protection, comme la muselière dont je parlais tout à l'heure, et du piégeage. Donc si on combinait les trois, par exemple, ça pourrait avoir un effet plus qu'intéressant sur la protection des ruches. Ensuite, sur la droite, vous avez la technique, j'allais dire chinoise, qui est la plus intéressante pour tout le monde, à savoir c'est l'utilisation d'une raquette, alors raquette électrique ou autre. Donc l'idée, c'est que vous ayez un opérateur humain comme un apiculteur qui est devant sa ruche et qui va tuer les frelons chaque fois qu'ils sont en prédation. Donc c'est efficace à 100%, c'est 100% sélectif, donc il n'y a que des avantages, mais il y a beaucoup de désavantages aussi. Alors les avantages, c'est que c'est, comme je vous disais, efficace, sélectif. C'est très bon pour l'aspect cardiovasculaire de l'apiculteur, surtout s'il a un certain âge. Comme ça, il est en activité devant ses ruches. C'est très intéressant pour sa conjointe, sa femme ou son conjoint. Comme ça, il ne va pas l'embêter dans la maison, il est dehors sur les ruches en train de protéger ses colonies. Donc socialement, il y a aussi beaucoup d'intérêt. Bon, c'est un peu d'humour, certes, mais il y a aussi un fort désintérêt, je dirais, c'est que c'est extrêmement chronophage. Ça vous oblige à rester plusieurs heures par jour devant les ruches. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. Alors, en Chine, sur les ruchers que moi j'ai pu visiter, c'est ce qu'ils font, hein, ceci dit. C'est pour ça qu'ils n'ont aucun problème en termes de défense. C'est que vous avez toujours 2, 3 opérateurs humains sur des ruchers. Alors, c'est des ruchers qui font 500 colonies, hein. Et dès qu'il y a un frelon, ben, il y a un des gars qui va attraper le frelon manuellement ou le tuer avec une raquette ou un bâton. Alors, la Pisserana, comme disait Quentin, l'animal est capable de se défendre. Enfin, il peut se défendre contre 1 ou 2 frelons. Au-delà, il n'a aucun moyen de défense. Il se fait aussi prédater que la Apis mellifera en France. Donc, l'intérêt là-bas, c'est aussi d'avoir des opérateurs humains qui font ça. Et ça marche bien. Mais par contre, le prix de la main-d'œuvre, ce n'est pas le même qu'en France. Alors, on a testé également un autre système en 2019, de 2019 à 2021. On a fait 3 années de projet là-dessus. On a essayé d'utiliser des molécules qui, au laboratoire, dans des tests comportementaux, semblaient présenter une activité de répulsion. Donc, on a testé la répulsion devant des ruches, même avec des dispositifs professionnels de diffusion des phéromones. Et les résultats finaux sont que ben non, ça ne marche pas vraiment. On avait des résultats encourageants, mais derrière, en développant un peu, en augmentant l'échantillonnage, bon, mais statistiquement, pardon, on ne voyait pas vraiment d'effet vraiment visible en termes de protection des ruches avec la diffusion de ces molécules. Donc ça, ce projet est abandonné à l'heure actuelle. Pour terminer ma présentation, j'ai terminé par les luttes biologiques. C'est quand même des choses qu'on développe de plus en plus à l'heure actuelle, notamment pour la protection de cultures, hein, pour remplacer les pesticides. Alors, le premier élément que vous avez peut-être entendu parler, c'est l'utilisation de plantes carnivores. Donc, effectivement, c'est un article qui est sorti en 2015 avec un naturaliste et le directeur du Jardin des plantes de Nantes. Il s'était rendu compte en 2013, 2014 surtout, c'est que des plantes carnivores qu'ils avaient sur une tourbière dans le Jardin des plantes, alors c'est un endroit qui est magnifique, hein, je vous conseille d'aller le visiter si vous pouvez. Il y avait le genre Sarracenia, qui est une plante carnivore, vous voyez à quoi elle ressemble, hein. C'est une sorte d'urne, comme un piège en fait, hein. Et il s'était rendu compte qu'en ouvrant ces urnes, ben, en 2014, il y avait énormément de frelons à l'intérieur. Donc, à l'époque, ils avaient communiqué en disant que c'était peut-être un outil de lutte intéressant pour la protection des ruchers, ou protection, ou la lutte contre le frelon asiatique qui pourrait être efficace. Donc, on a mené une étude avec une étudiante sur 2 ans, en collaboration avec le Jardin des Plantes. On a collecté une centaine d'urnes de Sarracenia. Alors, ça a dû être un crève-cœur pour les opérateurs du jardin, parce que c'est eux qui ont prélevé de manière totalement aléatoire une centaine d'urnes sur le terrain.
Donc ça, on a fait ça pendant 2 ans et on a regardé ce qu'il y avait dans les urnes. Et on s'est rendu compte, vous avez les résultats en dessous, c'est que sur les 2 années, on avait majoritairement des mouches, des diptères. On avait plein d'insectes divers et variés d'ailleurs, quelques hyménoptères. Et quand on regardait les hyménoptères, on avait de tout. Il y avait du Velitina. En moyenne, on avait un frelon asiatique par urne. Par urne, c'est-à-dire par système de capture de la plante. On avait de l'abeille aussi. Donc en fait, ça n'avait strictement aucun intérêt. Alors, pourquoi cette différence, par exemple avec cette photo où, quand je regardais, c'était blindé en frelons, eh bien, en fait, c'était la biodiversité locale. C'est-à-dire qu'en 2014, il y avait à peu près 3 nids de frelons asiatiques sur le jardin des plantes. Donc, en fait, il y avait énormément de frelons. Ils avaient beaucoup chassé, a priori, et la biodiversité en entomofaune était très diminuée, ce qui explique que la plante capturait que ce qui avait présent du frelon. Alors qu'en 2015 et en 2016, on n'a pas trouvé de nid de frelons à proximité. Il y avait des nids de frelons en ville, on a fait une cartographie, mais à distance. Et ce qui fait qu'on avait de nouveau une biodiversité correcte au niveau du jardin, et la plante capturait tout ce qui était présent. Donc la plante n'a pas d'intérêt a priori. Deuxième aspect, et je vais terminer là-dessus, vous avez certainement entendu parler des poules ou des poulets. Donc certains préconisent l'utilisation de poulets dans les ruchers et qui auraient un comportement de capture préférentielle des frelons pour les consommer. Par contre, ils n'iraient pas capturer les abeilles a priori. Alors, pour l'instant, il n'y a aucune donnée scientifique qui démontre ce système de protection, même si, conceptuellement parlant, il est super intéressant. On peut même développer une filière avicole nourrie exclusivement aux frelons asiatiques, pourquoi pas. Mais bon, ça ne marche pas. Pas mal de gens ont essayé, mais ça ne marche pas du tout a priori. Donc ça, c'est pas une technique qu'on peut préconiser, bien évidemment. Bon voilà, j'ai fait un panel des différentes techniques de lutte qui existent, en présentant en tout cas ce que nous, on essaye de développer à l'heure actuelle. Ben là, je vous montre un peu tous les jeunes qui ont travaillé avec moi, parce que je suis peut-être le plus vieux dans l'équipe, avec mes financeurs également. Donc je les remercie eux tous, bien évidemment. Et ben, je vous remercie tous pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Darosé. Alors, si ça, c'est pas un tour d'horizon des nouvelles techniques et des techniques à venir, c'en est pas un. C'est super. Bon, vous cassez deux mythes, hein, le mythe de la Saracenia et puis de la poule de Janzé. C'est dommage. Dommage. C'est Moi, en plus, dommage. la Sarracenia, elle est super jolie. En plus, il y avait des apiculteurs en Charente-Maritime qui avaient planté en 2015 des Sarracenia autour des ruchers. Mais je crois qu'ils ont vite arrêté parce que ça devait être gorgé d'abeilles dans les plantes. Oui, c'est possible. En plus, c'est pas le plus simple à cultiver, je suis sûr. Ah non, c'est assez compliqué, mais elle est super jolie, la plante. Ouais. Par Mais contre, bon. en termes de mesure de l'impact du frelon asiatique sur la biodiversité, entre 2015 où il y avait beaucoup de nids de frelons asiatiques à proximité et très peu de biodiversité, on trouvait beaucoup de frelons, et à l'inverse, sur la même étude, beaucoup moins de nids de frelons asiatiques à proximité, et on retrouve une biodiversité. Là, par contre, on peut peut-être aussi mesurer l'impact du frelon asiatique sur la biodiversité, par exemple. Pour le coup, ça peut au moins. Si vous voulez, Quentin a parlé tout à l'heure, hein, avec l'article qu'il a publié il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, 2021, il me semble, enfin j'ai un doute, où il disait qu'une colonie de frelons, avec un petit modèle, ça prélevait plus de 11 kg d'insectes en termes de proie. Je pense que si on allait, moi j'avais envie de le faire, mais j'ai jamais eu le temps de le faire, d'utiliser des équations de physiologie nutritionnelle pour aller un peu plus loin dans l'étude. Je pense que le chiffre de 11 kg est peut-être sous-estimé. Donc là, on voit réellement l'impact. Je vais vous donner un exemple. Si je me réfère à la densité de nids dans certains départements, vous avez parlé l'année dernière de 5000 nids sur le Calvados, je crois. Ouais, Moi, 4600. quand je travaille avec vos collègues de la Manche, l'année dernière, ils avaient 9000 colonies sur la Manche. Si on fait ce petit calcul de 11 kg par colonie, ça fait plus de 100 tonnes d'insectes capturés par les frelons sur le département de la Manche. 100 tonnes d'insectes. Ça vous montre l'impact écologique. Il est majeur. C'est clair. Le tour des questions. Oui. Tu me dis où comme tu veux. Allez, je vais la prendre comme ça. Bleu, c'est du inversé l'autre. Voilà, je pense que oui, donc au niveau de la consanguinité, on en a parlé. Alors, pour la consanguinité, un élément complémentaire, je me rappelle qu'en 2015, quand on a publié nos résultats, les journalistes nous ont pas mal posé de questions, à savoir est-ce que ça allait entraîner un déclin de la population?
Alors effectivement, d'après des modèles prédictifs, on pouvait espérer avoir un déclin, sauf qu'il ne faut pas trop y compter sur le frelon asiatique. D'abord, on ne l'a jamais observé. Et là, on est en train de démontrer que les reproductrices, en fait, sont capables de distinguer ces mâles diploïdes et s'accouplent très rarement avec. Donc, en fait, il n'y aura probablement pas de déclin, en tout cas, dans les prochaines années. Donc, il faut vraiment plutôt aller sur la protection, sur la lutte, enfin, un contrôle sélectif de l'animal, si on veut arriver à diminuer ses impacts. Il ne faut pas compter sur la consanguinité, à mon avis. Et ouais, puis après, c'est vrai que quand on a une génétique qui évolue, c'est aussi une génétique qui s'adapte de toute façon. Donc, il y a de grandes chances que, et on le voit bien, de toute façon, pour l'instant, Alors, ceci dit, moi, je ne peux pas faire de prédiction à 10 ans. Hein. Peut-être qu'il se passera un événement qui fait que la donne sera changée, mais dans l'état actuel de nos connaissances, il ne faut pas trop compter là-dessus, sur ce phénomène. Ok, merci. 2 questions. Donc, sur le repérage des nids par triangulation, est-ce que c'est possible en suivant les frelons à l'œil nu? Oui, ça se fait en Chine. J'ai discuté avec des gens qui faisaient ça. Mais c'est très compliqué et c'est long. Voilà. Et ça ne marche pas tout le temps. Voilà. L'efficacité est limitée, en fait. Ouais, il leur accroche une plume pour voir le Une plume frelon plus longtemps, ou un fil de laine ou des choses comme ça. signe, voilà. Et ils suivent le frelon. Ouais. Après, vous avez, alors, ce que m'expliquait aussi un monsieur en France qui essayait cette technique. Il disait que lui, quand il était sur un rucher des frelons, il en capturait, ou alors il regardait par où il partait, et sur une carte, il mettait la direction. Il faisait ça sur plusieurs ruchers locaux, et à chaque fois que des traits se croisaient, c'est-à-dire que dans cette zone-là, il y avait un ou plusieurs nids, et il passait une journée sur site à essayer de retrouver le nid. Mais bon, c'était un monsieur qui avait le temps, qui était retraité, il était super motivé. Donc lui, il y croyait bien, mais l'efficacité n'était pas forcément très importante. Voilà. De mémoire, c'est ce qui avait été tenté en 2004-2005 autour des premiers signalements, essayer de trouver les nids le plus rapidement possible. Et c'est vrai que c'est extrêmement chronophage, c'est dommage qu'on n'ait pas investi Oui, plus. mais si vous voulez, quand vous êtes, si je prends l'île de Majorque, par exemple. Sur l'île de Majorque, le frelon est arrivé il y a quelques années, mais il semble l'avoir éradiqué par des campagnes de piégeage, par des campagnes de repérage des nids et de destruction active. Sur un territoire insulaire, ça marche. Chez nous, c'est un peu compliqué parce qu'on a toujours du sang neuf avec des nouvelles femelles qui arrivent, des reproductrices, je m'entends, des territoires adjacents tous les ans. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, mais il faut trouver, je dirais, un moyen rapide de repérage des nids si on veut vraiment être efficace. Mais pour l'instant, on n'a pas d'outil encore. Voilà. Pour l'instant, c'est quand même pour Majorque, l'île n'est pas non plus très favorable au développement du frelon. Ça reste un climat méditerranéen très sec, qu'il n'aime pas trop. Mais dans la zone urbaine, il aimait bien. Dans la zone urbaine, il y était, mais c'était pas non plus des densités monstrueuses. Ils n'ont jamais eu une invasion de frelons, en fait. Il faut dire qu'ils ont pris ça très rapidement, le sujet à bras-le-corps. Ils n'ont pas attendu, comme un peu chez nous, que ça se développe vraiment. Donc, ils avaient un nombre limité de colonies, ils avaient du monde pour travailler là-dessus. Donc, ça a dû participer à la réussite de la chose. Je ne pense pas qu'on ait attendu en France. Hein. Les campagnes de piégeage, il y en a eu dès 2006, et destruction des nids, tous ceux qui étaient observés étaient détruits. Il y a eu systématiquement des financements au début des communes et des départements, et ça n'a rien changé. On ne sait pas les repérer, Bah, c'est ça le problème. C'est ça le problème, mais ça, la méthode, elle est arrivée en 2017, donc quasiment tout le territoire était envahi. Enfin, sur le tamo frelon, une petite question. Le fait de l'utilisation de la vapeur, ça oblige donc soit à traiter la nuit pour avoir tous les frelons, ou est-ce qu'on peut estimer que si on fait un traitement en plein jour, qu'on détruit tout le couvain et la fondatrice, que la colonie est ainsi tellement diminuée que même si les autres frelons qui sont en train de travailler à l'extérieur, qui vont revenir, n'ont pas été touchés par la vapeur, pour le coup, parce qu'ils n'étaient pas là, est-ce que c'est suffisant pour contenir pour contenir et maîtriser la colonie? Ou est-ce que ça oblige dans l'étude qu'on a menée, on a dans plus de 60% des cas une réussite d'élimination de l'ensemble de la colonie. Alors de nuit, effectivement, là, on est tranquille, mais bon, c'est difficile pour les entreprises 3D d'intervenir de nuit chez des clients. Donc de jour, comme je vous disais, on a 60% des cas où ça marche. Donc on a un système qui semble être opérationnel dans pas mal de cas. Par contre, effectivement, ça ne remplacera pas à 100% les pesticides, parce qu'il y a des cas où le thermique ne sera pas efficace.
Ouais. Mais par contre, si ça nous permet d'utiliser un produit sans effet pollution ou dangereux dans plus de 60% des cas, c'est déjà super intéressant. Et ça intéresse les professionnels. C'est l'idéal. Donc, pour rappel, hein, dans la lutte collective, on a retenu que les pyrètres naturels, qui ont une durée de vie beaucoup plus faible que les pyrètres chimiques, hein, la pyrètre naturelle, voilà, qui va se décomposer en même temps que le nid se décompose. Mais voilà, c'est le plus-aller qu'on a trouvé pour l'instant pour la destruction des... Oui, pour voilà, l'instant, il n'y a pas beaucoup de choix, on va dire. Donc, ça fait partie des meilleurs choix, je dirais, à l'heure actuelle. Tout à fait. Voilà. Une question sur l'impact de la bonde réapivore, ce rapace qui s'alimente d'abeilles. On a vu quelques Il y a attaques. plusieurs espèces d'oiseaux qui peuvent prédater des frelons, soit au stade adulte, soit qui vont attaquer les nids pour prélever des larves ou attaquer des frelons adultes. Bon, il y a des oiseaux, il y a aussi des parasitoïdes. Nous, on avait mis en évidence une mouche conopidée qui tuait les fondatrices au printemps. Quentin et son équipe, ils ont trouvé un autre parasite, un petit ver, qui aussi pouvait entraîner la mort d'ouvrières. Enfin, si vous voulez, depuis que le frelon est arrivé sur le territoire européen, on a mis en place d'interactions multitrophiques, c'est-à-dire des interactions entre plein d'espèces, relations proie-prédateur, on va dire proie et parasite, etc. Mais ça n'a pas de conséquences énormes sur la population de frelons. Ça prélève un petit peu, mais pas suffisamment pour impacter la population. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour des questions. À moins qu'il y ait d'autres questions qui viennent, on va passer la parole à Sophie Pointeau.